Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Le président Macky Sall a été investi le mardi 2 avril pour un second et dernier mandat selon la constitution du Sénégal. Lors de sa prestation de serment, le chef d'État nouvellement réélu avec 58,26% des suffrages des Sénégalais dit mesurer pleinement la responsabilité de sa charge. Macky Sall a aussi lancé un appel au dialogue à l'ensemble des forces vives de la nation sénégalaise pour promettant de nouvelles réformes dans la gestion du pays pour une meilleure prise en charge des attentes des Sénégalais. Et pour en parler, nous sommes dans la première partie de cette émission avec René Massiga Diouf, docteur en sciences politiques. C'est un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup encore une fois. Et avec lui, nous sommes avec le professeur Djibi Diakhaté, sociologue. Oui, merci. Merci de m'avoir invité à ce débat. Voilà, avant tout, je vous propose un petit extrait du discours du président Macky Sall. Le 24 février dernier, les citoyens sénégalais se sont massivement rendus aux urnes avec un taux de participation de 66,23% pour choisir, dans le calme et la sérénité, le futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite en revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces choix, comme celles de la majorité, j'allais dire ces voix, comme celles de la majorité, méritent le respect pour la diversité qu'elle apporte à notre expérience démocratique. Alors, René Massiga Diouf, vous avez suivi le discours du chef de l'État sénégalais lors de sa prestation de serment. Quelle lecture en faites-vous? Moi, je voudrais avoir un certain nombre d'appréciations par rapport au contenu même du discours du président. Je crois que la première chose qu'on peut remarquer, c'est du point de vue de la forme. Le président est apparu assez détendu, montrant réellement qu'il maîtrise son sujet et ensuite qu'il s'inscrit dans une logique un peu d'arborer en quelque sorte les habits de nouveau président de la République. Ça c'est très visible parce que ce n'est jamais quand même évident que en début de mandat, on puisse tenir un discours aussi serein avec les mots qui sied et devant une assemblée aussi importante. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est le fond même du discours, en quelque sorte le contenu. Alors, il y a des termes qu'il a utilisés qui peuvent laisser penser qu'il s'inscrit déjà dans une logique de poursuite, de prolongement un peu de ses engagements lors de la campagne présidentielle, mais on constatera surtout qu'il revient un peu dans le contexte qui a prévalu pendant ces élections présidentielles. Donc, c'est la raison pour laquelle il a rappelé un certain nombre de faits, le pourcentage qu'il a obtenu pour légitimer un peu le mandat et puis légitimer un peu, disons, sa posture présidentielle. Et ensuite, on peut relever le fait, par exemple, qu'il lance un appel en quelque sorte à l'opposition. En fait, il a réitéré cet appel et moi je crois que c'est quelque chose de fondamental puisque c'est le moment quand même de lancer un certain nombre de choses et puis de tenir un discours qui puisse permettre un peu de rassembler les populations sénégalaises. Justement, nous allons y revenir, mais avant tout, j'aimerais bien savoir que vous inspire, professeur Djibi Diakhaté, ce discours prononcé par le chef d'État sénégalais. Merci beaucoup. Je crois que l'analyse de M. Diouf est parfaitement pertinente. Je pense que le président, dans son discours, s'est beaucoup appesanti sur les principes. Je crois que c'est important à cette étape de son mandat, donc dès le début, de rappeler les principes sur la base desquels nous allons à construire un pays. Vous voyez bien qu'il dit un élément qui me semble important, je pense aux voix qui ne me sont pas favorables. Donc ça me semble être un élément important dans la démocratie. Donc il ne se limite pas seulement à dire merci pour ceux qui ont voté pour moi. Il dit je pense aux voix qui ne me sont pas favorables.
Alors ces voix-là, elles sont importantes, hein. C'est autour de 40%. Lui, il a eu 58,26%. Ça veut dire qu'il y a une quarantaine de voix qui ne lui sont pas favorables, mais qui sont des citoyens sénégalais à part entière. Et à partir du moment où on a élu un président, que j'ai voté pour lui ou non, il constitue le président de tous les Sénégalais. Donc je crois que c'est un élément qui est excessivement important de rappeler ce principe. On a défini la démocratie quelque part comme la dictature de la majorité. Je crois que c'est une très mauvaise définition parce que la démocratie, c'est quand même une ouverture à tous. C'est une implication, une participation de tous les citoyens. Et dans tout le discours, il revient sur la démocratie, la maturité de notre démocratie, le dialogue, le partage, la mobilisation de tous les citoyens autour de l'essentiel. Je crois que c'est des principes forts quand même qu'il a rappelé dans ce discours. Maintenant, il reste à voir dans l'exercice du mandat, parce qu'entre la norme et la pratique, des fois, il y a un écart. Donc, entre la déclaration de principe et les actes qui sont posés au quotidien, des fois, il se peut qu'il y ait un écart. Bon, maintenant, il le dit, il faut que tout le monde soit mobilisé. Donc, il affirme dès le départ que ce n'est pas son affaire à lui seul. C'est l'affaire de tout le monde. Et que même l'administration, dont il est en quelque sorte la clé de voûte, même l'administration devra connaître des réformes importantes. Il dit quelque part que nous voulons une administration accueillante et performante. Je crois que ça, c'est en termes de paradigme quand même, dans le discours, il y a des changements profonds qui ont été exprimés au niveau du principe. Ça me semble important à cette étape du mandat, dès le début, qu'on rappelle les principes. Maintenant, il faut, à partir de maintenant, travailler dans le sens de montrer que nous sommes en phase avec les principes que nous avons exprimés. Voilà, alors René Masségadio, vous l'avez dit, le président de la République a réitéré son appel à un dialogue ouvert à toutes les forces politiques, économiques et sociales du pays. Un appel qui, on peut le dire, se heurte déjà au refus de l'opposition qui, vous l'avez remarqué, n'a pas répondu à l'invitation de sa cérémonie d'investiture. Quelle analyse cela vous inspire? Le président de la République est dans son rôle. Dès l'instant qu'il est investi, il doit maintenant faire en sorte qu'on puisse tourner une page, comme il l'avait lui-même dit à l'occasion d'une interview sur France 24, mais en évoquant d'autres circonstances. Mais évidemment, je crois qu'on peut utiliser la même expression ici, en disant qu'il faut qu'il tourne quand même une page, qui consiste un peu à installer une sorte de divergence au sein de la classe politique, c'est-à-dire une sorte de clivage qui veut que, par exemple, l'opposition soit dans l'opposition et le président de la République soit un peu dans une logique de gouvernance du pays avec les personnalités qu'il nomme, avec, disons, son administration. Moi, je crois qu'il est dans une logique un peu de rassembler tout cela, de faire en sorte que les antagonismes de la campagne présidentielle puissent être dépassés. Maintenant, le problème, c'est que c'est très profond. Moi, je crois que l'incompréhension est très profonde entre l'opposition et le camp du pouvoir. Et ça date d'il y a quelques années. Ça s'est vu à travers tout le processus électoral. La confiance n'a pas été de mise. Et on a connu une élection quand même qui s'est réellement très bien passée le jour J. Mais en amont, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut relever comme étant assez contradictoires par rapport au niveau de démocratie que nous avons. Et que donc le président de la République puisse être dans ses dispositions à appeler l'opposition, moi je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut se dire que le Sénégal n'est pas composé que d'hommes politiques. À côté, il y a aussi des gens qui activent un peu dans le social, dans le milieu économique et dans d'autres milieux qui contribuent activement au développement du pays. C'est la raison pour laquelle le président a un peu évolué dans son appel, parce qu'au départ, au soir un peu de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il avait appelé la classe politique de manière pour être beaucoup plus précis. Mais là, il a étendu un peu son éventail aux cercles socio-économiques, aux cercles sociaux et même aux cercles religieux. Et moi, je crois que ça montre réellement que le Sénégal n'appartient pas qu'aux politiques et que par conséquent, il faut aussi faire en sorte que toutes les populations sénégalaises, tous les citoyens, les fils de ce pays puissent se reconnaître un peu dans le dialogue qui sera instauré. Voilà. Professeur Djiby Diakhaté, selon vous, le président Macky Sall débute-t-il son mandat sur de bonnes bases? Ça va être difficile à dire parce qu'il faut attendre que les premiers actes soient posés. Pour le moment, on en est à l'étape du discours. Donc on peut considérer que du point de vue des principes qui sont exprimés, on peut considérer que, comme Diouf l'a dit tout à l'heure, il est dans son rôle. Donc c'est très bien qu'à ce niveau, un discours qui soit un discours de rassemblement, de mobilisation, de concorde, que ce discours-là soit prononcé, il l'a fait. Maintenant, on va voir dans les étapes ultérieures qu'est-ce qui sera posé comme acte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il nous faudra évaluer quelques institutions qui existent au Sénégal. Je pense notamment
au Conseil ou à la haute autorité du dialogue social, quoi. Je dis, mais cette institution, elle joue quel rôle? Il faudrait revoir leur utilité. Mais franchement, parce qu'en réalité, si on en arrive aujourd'hui à parler de dialogue, alors qu'il existe une institution qui s'occupe de dialogue social, c'est-à-dire que qui, au quotidien, doit travailler à faire en sorte que les positions des uns et des autres soient des positions lisibles. Parce qu'au fond, si les gens n'ont plus la possibilité d'émettre un discours avec un alphabet que nous soyons capables de déchiffrer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'échange entre les acteurs et les familles d'acteurs. Or, ce Haut Conseil devrait être en mesure de faire en sorte que les positions des uns et des autres soient des positions compréhensibles, intelligibles. Sans cela, il n'y a pas possibilité d'établir un dialogue. Et même vous-même, vous l'avez dit, hein, le président, il aura du pain sur la planche. Déjà, il faudra pacifier l'espace politique, maintenir la démocratie et aussi restaurer surtout la confiance du citoyen sénégalais. Mais absolument, parce qu'en réalité, tout se joue autour du citoyen. Dans une démocratie qui fonctionne convenablement, ce n'est pas à partir du haut que les choses fonctionnent, c'est à partir du bas. C'est-à-dire qu'il faut un citoyen actionnaire. Actionnaire, c'est-à-dire on considère l'État comme une entreprise. Et les citoyens sont des actionnaires de cette entreprise. Donc ça veut dire que si les citoyens ne s'engagent pas, ne se mobilisent pas, s'ils ne sont pas suffisamment respectés, et je crois que lui, il revient sur ce principe-là de respect du citoyen, il l'a dit dans son discours. Donc je crois que c'est important que l'on rappelle ces principes. Maintenant, comme je dis, encore une fois, dans les actes, il faut évaluer. Moi, je crois que ce travail, on est sorti d'élections législatives avec beaucoup de cafouillage, les dernières élections législatives. Est-ce que l'évaluation participative et inclusive de ces élections qui devraient être faites, est-ce que cette évaluation a été faite? On sort de l'élection présidentielle, on est en train de dire que tout s'est bien passé. Diouf l'a rappelé tout à l'heure, il y a plusieurs épisodes dans cette élection présidentielle. Il y a des épisodes certainement qui se sont bien déroulés, mais il y a des épisodes qui posent problème. Donc il faut qu'il y ait une évaluation participative et inclusive, au moins, parce qu'au fond, quand on termine des élections, il faut essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour tous les participants et pour permettre de faire des décisions. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que la démocratie, elle n'est pas seulement qu'électorale. Un des problèmes que nous avons dans les pays africains, c'est qu'on veut confiner la démocratie dans l'organisation d'élections. Surtout que le Sénégal, qui constitue un exemple, sa démocratie a beaucoup été décriée ces derniers temps. Absolument. La démocratie, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est un vécu, c'est un réflexe au quotidien, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est des comportements. Démocratie dans les familles, démocratie dans les lieux de travail, démocratie dans les associations, démocratie dans la société civile, démocratie à l'intérieur des partis. Je ne parle même pas de démocratie au niveau étatique. Est-ce qu'à l'intérieur des partis, ça je crois que les Diouf vont travailler, ont du pain sur la planche? Parce qu'en réalité, quand à l'intérieur d'un parti, les principes élémentaires de la démocratie ne sont pas respectés. Ce parti arrive au pouvoir, mais il risque de répliquer les pratiques qui étaient en cours dans ce parti en tant que tel. Donc il y a un travail à faire. Les écoles du parti qui existaient, qui enseignaient les idéologies, les principes de la citoyenneté, de la démocratie, du civisme, ces choses sont en train de disparaître et ça pose un sérieux problème en termes de triomphe de la vertu démocratique au Sénégal. Finalement, et je termine par ça, on risque d'avoir ce que l'on appelle d'une part l'axe du mal et l'axe de la vertu. Parce qu'on a tendance à considérer certains qu'ils sont dans la mauvaise partie, quoi. Et ça pose problème parce que ça ne permet pas de rapprocher les partis. Si je considère que les autres sont mauvais immédiatement et que les autres me considèrent comme mauvais, vous savez, au Sénégal, on a tendance à considérer que dès que vous entrez dans le pouvoir, quelque part, vous êtes mauvais. Donc si vous êtes bon, vous devez être de l'autre côté. Il y a un problème, c'est-à-dire que ça, ces clivages-là, il faut qu'on les résolve définitivement pour nous installer sur une vraie rampe démocratique. Pour bien stabiliser la société sénégalaise, qu'on doit le dire. Autre chose aussi, René Massiga, la jeunesse sera au premier rang de ses priorités, a déclaré le président Macky Sall, avec la lancinante question de l'emploi des jeunes qui ont un défi majeur à relever. Oui, un défi. Je crois qu'aujourd'hui, si on peut parler de principal défi dans nos pays, c'est l'emploi des jeunes. Je crois que c'est derrière l'emploi des jeunes que s'adosse pratiquement tout l'arsenal de développement développé un peu par nos pays. Donc l'emploi des jeunes est d'autant plus important qu'on le voit tous les jours, quasiment au quotidien. Les jeunes qui préfèrent sortir d'ici, rencontrer les jeunes, demander-leur. Et souvent, c'est des jeunes qui sont hyper diplômés. Et donc, vous leur posez la question, vous échangez avec eux, qui ont des possibilités d'insertion, mais vous leur demandez qu'aimeriez-vous faire plus tard dans votre pays, mais ils vous disent, quasiment la première réponse, c'est qu'on voudrait... Leur principal, disons, objectif, c'est de pouvoir partir, en fait, en Europe, de pouvoir quitter ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les conditions ne sont
pas réunis non seulement pour occuper un emploi décent, mais après avoir occupé peut-être cet emploi décent, les conditions pour évoluer dans une entreprise sénégalaise ne favorisent pas leur plein épanouissement. Donc, je crois qu'il faut d'abord régler cela. Et ça passe un peu par, disons, la refonte même de la manière dont nous percevons notre administration. Je crois qu'il en a parlé. Il y a des lenteurs, des problèmes d'accueil, mais au-delà de ça, le fonctionnement même de nos entreprises ne répond pas de déjà, manière nous allons en adéquate. parler dans la seconde partie concernant l'administration, mais concernant même l'emploi des jeunes. Nous nous en rappelons déjà en 2012, le président Macky Sall avait promis 500 000 emplois pour la jeunesse. Les chiffres, il y a beaucoup de questions sur ces chiffres-là. Et là, pour son second mandat, il parle d'1 million d'emplois. Oui, il donne encore un chiffre. Je crois qu'il avait déjà, pendant la campagne électorale, fait l'évaluation un peu de cette promesse, en disant, par exemple, qu'on en était à plus de 400 000 emplois créés. Déjà qu'ils n'ont pas atteint les 500 000 emplois qu'il avait annoncé dès le départ. Les chiffres qui ont été annoncés tournent autour de 491 000. Donc, je crois qu'il restait juste une dizaine pour que le chiffre de 500 000 soit atteint. Pourra-t-il atteindre les 1 million dont il parle? Pour les 5 ans, peut-être il se fonde sur le fait que ça va être moins compliqué que pendant le septennat. Parce que pendant le septennat, il y avait des urgences liées un peu à l'administration, liées un peu aux finances publiques, liées un peu à la gestion même du pouvoir, à la gestion de l'État. Maintenant, là, c'est un deuxième mandat. Je crois que les préalables sont déjà posés. Et du point de vue économique aussi, il faut reconnaître que le Sénégal n'est pas aussi mal loti que cela. Et que donc, moi, je crois que s'il y a assez de volonté, on peut atteindre réellement les 1 million d'emplois. Mais il faut se dire que ce n'est pas des emplois que l'administration va créer. C'est-à-dire, ce ne sont pas des jeunes qui seront, ou bien des personnes détentrices, excusez-moi, un peu, de diplômes qui seront recrutés un peu dans la fonction publique. Le président, quand il parle de cela, il compte sur, par exemple, le fait que les personnes, que les citoyens, surtout les jeunes, puissent auto-créer de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils puissent mettre en place des entreprises, que les entreprises qui sont là puissent aussi, en même temps, recruter, trouver un peu les possibilités d'insertion professionnelle de divers profils, quoi. Alors, professeur Djiby Diakhaté, la réforme du système éducatif, une autre question aussi qu'il a abordée. Il parle de réforme. Déjà, nous le savons, ce secteur a traversé de nombreuses crises. Il a notamment parlé de l'amélioration des conditions des enseignants et des étudiants. Vous déjà qui êtes enseignant, qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il faut aller vers des ruptures. Il faut aller vers des ruptures. Le système éducatif tel qu'il fonctionne ne semble pas être très efficace. D'abord, nous avons un système éducatif que nous avons hérité de la colonisation. Donc, qui a développé des curricula qui ne sont pas toujours en adéquation, nous, avec la configuration de nos milieux. L'école, Illich parle de rapport entre école et milieu. Alors, l'école que nous avons en Afrique, heureusement que nous disons d'école en Afrique, reste à être une école africaine. Donc, nous avons une école en Afrique, nous avons une école au Sénégal, mais nous n'avons pas une école sénégalaise. Je veux dire, une école qui nous connecte à nous-mêmes, qui nous connecte à notre milieu, qui nous donne des ressources, des outils nous permettant de questionner notre milieu et d'aller dans le sens de le transformer en fonction de nos propres besoins. Oui. Parce qu'en réalité, l'école coloniale, dans le cadre de l'économie de traite, avait mis en place un système de formation qui pouvait permettre aux colonisateurs d'exploiter les ressources locales à son profit. Alors aujourd'hui, il nous faut changer de paradigme. Je dis bien changer de paradigme, il faut aller vers des ruptures. Il faut des curricula, encore une fois, qui tiennent compte de nos réalités propres. Albert Diovere dit que les pays africains sont des pays des paradoxes. Vous regardez un pays comme le Sénégal, majorité de la population composée de jeunes. Vous regardez un pays comme le Sénégal, suffisamment de terres arables. Au niveau de la zone du delta, du fleuve Sénégal, au niveau du bassin arachidier qui va de Thiès jusqu'au Sine Saloum, au niveau de la vallée de l'Anambé, entre Kolda et toute cette zone qui va vers Tamba, le Sunguruguru vers le Sédhiou, tout le sud de la Casamance, donc des espaces de terre arables. Vous avez suffisamment d'eau. Le Sénégal est la partie la plus avancée dans l'océan Atlantique. Et nous n'avons pas encore réglé le problème de l'autosuffisance alimentaire. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, vous vous rendez compte que se pose la question du management de nos ressources. Le président a même parlé de la protection de ces terres. Mais justement, il faut manager, ça demande un croisement. C'est-à-dire, je dis, j'ai des forces, donc j'ai des ressources humaines, j'ai des ressources du sol et du sous-sol qui sont en abondance, donc une véritable richesse à ce niveau-là. J'ai des jeunes, j'ai de l'eau, mais comment combiner, comment manager, comment gérer tout ça
de manière à bénéficier des opportunités que nous offre notre milieu? Ça, c'est une importante question. Mais il a également parlé très rapidement, il a mis l'accent sur un changement de comportement. Une invite déjà, qui sera bien sûr accompagnée de nouvelles mesures pour que les générations futures puissent avoir de bonnes références. Déjà, la lutte contre l'anarchie, l'occupation de l'espace public, entre autres. La tâche sera-t-elle facile elle ne sera pas facile parce qu'on n'a pas un projet de société qui fasse l'objet d'un consensus minimal. Je veux dire que si je dis il faut changer les comportements, mais il faut les changer en fonction de quel référentiel? Il faut que l'on s'entende sur un référentiel. Je ne peux pas me lever un jour et dire change de comportement. Tu changes de comportement pour devenir quoi? En fait, je dis, c'est ça que je veux dire, il faut qu'il y ait un référentiel. Et ça suppose qu'on ait un projet de société. En réalité, on a tendance à ne pas travailler trop sur l'immatériel. On parle beaucoup de taux, de croissance, on parle de... C'est bien hein, qu'on parle de taux, cette approche quantitative. Mais il y a une dimension qualitative qui semble importante. Et ça, c'est des valeurs, c'est des principes. Alors, René Massiga, déjà, l'amélioration aussi de la condition féminine, il en a parlé, qui a été au cœur même de son discours d'investiture avec l'annonce de nouvelles politiques publiques en faveur des femmes et des jeunes filles. Il a même évoqué l'ADER pour accompagner toutes ces mesures. Oui, l'ADER existe depuis quelques mois maintenant, bientôt un an, ou bien même un peu plus d'un an, je crois. Il faut d'abord en faire l'évaluation pour voir ce qu'il en est. Déjà, je rappelle la délégation à l'entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat, parce qu'on a vu, on a suivi à travers les médias un certain nombre de séminaires qu'ils ont tenus avec les populations. Mais on a vu qu'il y a des populations à la base qui étaient même sceptiques, parce qu'ils ont associé un peu les financements un peu à un gain politique en vérité. Et moi, je crois qu'il faut parvenir un peu à dissocier les deux. Ça a fait que certaines populations, certaines couches sociales se sont repliées sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles se disaient que c'était politique. Et que moi, je crois qu'il faut parvenir à faire la différence entre ces financements et la politique d'une part. La deuxième chose, c'est qu'aussi, il faut identifier les priorités en matière de financement des projets. Peut-être que les personnes qui sont financées proposent des projets de développement dans le cadre de leur entreprise, etc. Mais moi, je crois que ce n'est pas suffisant. Actuellement, les jeunes vont vers l'auto-entrepreneuriat. C'est important quand même qu'on puisse les accompagner en identifiant d'abord les priorités de développement. Les priorités, parce que, par exemple, si on se réfère à la dernière note d'évaluation un peu des entreprises, on se rend compte que la durée de vie des entreprises qui sont créées au Sénégal, c'est quasiment 1 an. Et donc, les jeunes créent, mais au bout d'1 an, pratiquement c'est à bout de souffle. Pourquoi? Parce que oui, non seulement il y a les mesures d'accompagnement, mais la portée et même la vitalité des projets ne sont pas identifiées en amont. Et donc, souvent, les jeunes se jettent, on propose et puis on finance et on n'est pas accompagné. Et ça fait qu'au bout d'1 an, quasiment, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de... et le projet finit par foirer. Et donc, on peut donner beaucoup d'exemples. Ça, c'est la première chose, si vous permettez. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on peut voir ça à l'échelle générale. Alors, aujourd'hui, les femmes, dans la plupart des cas, dans les couches les plus reculées, un peu et dans les populations quand même de l'intérieur, mais on voit que les femmes s'activent. Les femmes s'activent dans des projets de développement. Elles sont très actives. Mais le problème, c'est qu'elles s'activent juste pour pouvoir un peu régler le quotidien de la famille. Mais les femmes ne s'activent pas pour pouvoir sortir un peu de l'engrenage que constitue la pauvreté au quotidien des foyers. Peut-être au-delà. Oui, il faut d'abord identifier les choses. Faire en sorte de financer quand même des projets qui puissent permettre aux populations de s'en sortir, mais vraiment d'aller vers l'émergence en termes de développement et d'autosuffisance alimentaire, comme disait le professeur tantôt. Et la deuxième chose, c'est faire en sorte que ça puisse constituer un déclic pour que les populations et les femmes puissent avoir conscience qu'à travers leurs activités, si minimes soient-elles, elles peuvent parvenir un peu à contribuer au développement et à l'émergence du Sénégal, comme le souhaitent les autorités à l'horizon 2024. Nous sommes arrivés au terme, malheureusement, de cette première partie. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, professeur Djiby Diakhaté. Merci, monsieur Massiga Diouf. Restez avec nous. On se retrouve dans la seconde partie tout de suite avec 2 nouveaux invités. Dans la seconde partie du débrief, nous recevons sur le plateau M. Mactar Dabo, cadre de l'administration publique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, madame, de m'avoir invité à ce plateau de débrief. En tout cas, c'est un plaisir partagé avec lui, M. Mamadou Ndiaye, journaliste économiste. Bonjour Aminata, merci, c'est un plaisir également renouvelé de participer justement à votre débrief. Comme toujours. Alors, vous le savez, les attentes des Sénégalais sont nombreuses sur le second mandat du président Macky Sall qui entend inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track. À votre avis, M. Ndiaye, quelle est la nécessité d'inscrire les actions de l'État en mode fast-track? Mais
Parce que peut-être le président a considéré que cette étape elle est cruciale dans le développement qu'on veut imprimer au pays. Et ensuite aussi, quand on regarde son environnement immédiat, on est entouré justement par des économies qui elles-mêmes veulent faire comme le Sénégal ou faire mieux que le Sénégal. Le contexte dans lequel le président a tenu justement son discours peut également renseigner sur sa volonté de passer à un mode de vitesse supérieure. Il y avait le président de la Côte d'Ivoire qui trône sur les 2 chiffres donc, de croissance. Il y avait le président Kagame qui, en Afrique australe, dame le pion justement à des champions. Il y a aussi la RDC qui revient justement de son chemin de Damas, parce que maintenant, il y a une unité politique qui s'est retrouvée. Et sans doute également, c'est un géant qui va peut-être montrer de quoi il peut se chauffer. Par conséquent, le président, en tenant son discours, il a pensé donc à cet univers. Et c'est pourquoi on a dit peut-être que le président, il était urbi et orbi. Il parlait aux Sénégalais, mais il s'adressait également au monde. Et du coup, son discours devait être un discours qui devait inciter les Sénégalais à appréhender maintenant les nouvelles dynamiques, mais à faire comprendre également aux Sénégalais que le Sénégal se trouve au cœur justement des mutations les plus profondes. Si maintenant nous voulons participer à ces mutations-là en ayant peut-être la tête hors de l'eau, il nous faut nous préparer à l'interne, d'où justement cet appel à une réorganisation d'abord de l'administration, parce qu'elle est un pilier fondamental dans l'écosystème. C'est l'épine dorsale donc de l'écosystème qu'il veut bâtir. Alors, Monsieur Dabo, pensez-vous que le président Macky Sall fera mieux que son premier mandat, sachant que de nombreuses de ses promesses, telles que l'augmentation du nombre d'emplois des jeunes, la réduction de la pauvreté, la gouvernance sobre et vertueuse, sont toujours attendues? Oui, mais nous avons écouté le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais nous pensions qu'aujourd'hui, sur beaucoup de questions soulevées dans ce discours relatives à la problématique de l'emploi, à la problématique, par exemple, de la lutte contre la pauvreté que vous avez soulevée, il y a aujourd'hui des réalités qui sont là, c'est-à-dire tout n'est pas encore rose. Hein. Il reste encore à régler la question de l'emploi des jeunes. Et même, je peux dire, l'emploi des Sénégalais, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas croire que ce sont les jeunes tout simplement qui sont confrontés à cette question de chômage. Il y a des tranches d'âge de Sénégalais qui sont aujourd'hui sacrifiés par nos politiques publiques en matière de soutien à la création d'emplois. Vous verrez que des Sénégalais qui sont à la tranche d'âge de 35 à 50 ans aujourd'hui sont sacrifiés. Il n'y a aucun programme où ils sont des cibles privilégiées pour être soutenus dans leur recherche d'emploi ou bien de la création d'emplois, à travers l'auto-emploi et même à travers les fonds de refinancement que l'État a mis en place. C'est dommage. Maintenant, dans son discours, il a encore promis aux Sénégalais que dans ce deuxième mandat, il va créer 1 million d'emplois. Et c'est 1 million d'emplois. C'est vrai qu'il a l'ambition de le faire, mais ce n'est pas au président de créer des emplois. Il faut créer les conditions pour que l'économie puisse créer ces emplois. Il y a aussi le modèle économique à mettre en place pour que le Sénégal puisse créer ces 1 million d'emplois. Je le dis parce qu'aujourd'hui, ceux qui regardent cette émission, des Sénégalais qui regardent cette émission, qui ont l'habitude de me fréquenter, savent que depuis des années, j'ai eu, à la suite d'une formation en Israël sur la création d'emplois, j'ai eu d'une manière citoyenne, j'ai pris sur mon temps 2 années, pour écrire un programme de 1 million d'emplois au Sénégal, qui s'appelle le Programme national des villages de développement. Déjà, vous, en tant que cadre de l'administration publique, ce programme-là a-t-il été pris en compte? Non, ce programme n'a jamais été pris en compte. C'est-à-dire le programme a été, je l'avais remis d'une manière citoyenne à des autorités. Une partie du programme avait un jour été copiée pour la retrouver dans la déclaration de politique générale d'un Premier ministre de la République. Mais les choses se sont arrêtées là et vous trouverez une partie dans le PUDC. Mais pour solutionner la problématique d'emploi, effectivement, avec un modèle économique, il est possible de créer 1 million d'emplois au Sénégal. Mais aujourd'hui, à part cette étude, je ne vois pas un modèle économique
qui prévoit de créer ces 1 million d'emplois. Maintenant, il revient à l'administration, aux différents ministères. Parce que le président, si nous prenons la pyramide managériale, il est à un niveau de vision. Maintenant, au niveau stratégique, il y a les ministères. Les cadres qui sont dans ces ministères, qui sont à des niveaux tactiques et stratégiques, doivent aider le gouvernement à mettre en place les stratégies pour atteindre cette création d'emplois. 1 million d'emplois dans le public comme dans le privé. Parce qu'on ne parle pas du privé, mais le modèle économique du Sénégal devrait permettre à ce privé sénégalais et au privé international vivant parmi nous de créer, c'est-à-dire 80% par exemple de cet emploi, de ces 1 million d'emplois prévus par le chef de l'État. Voilà, alors M. Ndiaye, vous qui êtes journaliste économique, que pensez-vous de tout ça? D'abord, c'est très laborieux de sa part. Je pense aussi que c'est un acte citoyen qu'il a posé en préconisant justement, disons, cette proposition de loi, cette proposition pour résorber un peu le chômage des gens par la création d'emplois villageois. Mais une chose est de faire ce projet, autre chose est maintenant de voir quels sont les rouages qu'il faut emprunter pour que ça se matérialise. Quand on l'écoute, on a le sentiment que toutes les structures ont pioché dans son document sans doute même son avis. Mais je pense que du point de vue de l'articulation, il devait y avoir une instance de validation disons, des propositions qu'il a faites. Des propositions, surtout des cadres. Surtout, des cadres. Donc il devait y avoir une instance où on valide son projet. Et après maintenant, il peut, quand il voit les différents démembrements de l'État s'approprier son projet, lui-même en jouir intérieurement et comprendre qu'en fait, en tant que citoyen patriote, il voit au moins quand même que ces idées sont en train d'être utilisées justement qu'il y a participé. Ça peut être le cas. Mais l'autre chose maintenant aussi, c'est que lui, il devrait y avoir une sorte de différenciation culturelle. Parce que ce qui se passe et ce qui réussit en Israël n'est pas forcément applicable en Afrique si on n'y apporte pas une certaine adaptation. Vous voyez, les Israéliens, ils sont venus en Afrique pendant des décennies. Depuis 1970, ils fréquentent donc l'Afrique. Et à chaque fois, eux-mêmes, ils s'inspirent des modèles africains d'organisation, de la base, pour les reproduire justement en Israël, mais en adaptant dans le contexte israélien. Et surtout encore avec justement cette paix chaude qui sévit donc dans la région. Mais la volonté première du président, en l'exprimant hier donc à la cérémonie d'intronisation, c'est de dire à l'administration, vous êtes un facteur de succès si vous le voulez. Mais en même temps aussi, vous êtes un facteur de blocage si vous ne le voulez pas et à votre corps défendant. L'idée maintenant, c'est d'interpeller donc ceux qui font fonctionner l'administration pour leur dire que nous sommes à une étape décisive dans notre pays où nous amorçons un tournant vers l'émergence. Par conséquent, si l'administration veut répondre présente à ce rendez-vous, n'est-ce pas, des innovations, surtout le président parlait des startups qui sont justement le domaine de prédilection de la jeunesse, il faut que l'administration également colle, n'est-ce pas, à ces nouveaux désidératas, que l'administration elle-même se réorganise pour se rénover en mettant toutes les strates de l'administration, bien sûr, en mouvement. C'est-à-dire ceux qui ont 60 ans, ceux qui ont 50 ans, ceux qui ont 45 ans, ceux qui ont 35 ans, ceux qui ont 20 ans et 25 ans, et ainsi de suite. Donc il faut que cette dynamique-là soit collective, qu'il y ait un esprit participatif de l'ensemble des forces de l'administration à ce qu'il y ait cette mutation. Et d'ailleurs, c'est encourageant, parce que l'année dernière, l'administration a tenu un atelier, je crois, à Saly ou peut-être dans les environs de Dakar, où effectivement, les dirigeants de l'administration ont posé quand même les éléments qui peuvent concourir à apporter donc de l'appui au plan Sénégal émergent. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut quand même y arriver. Et j'insiste sur un aspect qui est très important, Aminata. Quand le président parle, comme il l'a fait hier, face à une assistance composite et avec des personnalités éminentes. Et avec beaucoup d'assurance, il faut le souligner. Non seulement il y avait cette assurance-là, mais c'est que je pense que le président il est dans un mode d'accélération. Il veut prendre les Africains et peut-être le monde à témoin de ce qu'il veut justement envisager au Sénégal. Dans l'articulation justement de ses politiques, il s'est flatté de son premier bilan et il veut que ce premier bilan serve de plateforme maintenant aux initiatives actuelles qu'il veut impulser et permettre donc à tous les acteurs de se retrouver dedans. Et M. Dabo a raison de dire que le président, il n'est pas créateur d'emplois. Il n'est qu'un élément d'impulsion
pour la création justement de ces emplois. Il peut être également un facteur décisif d'ouverture de l'économie pour permettre donc à 100 fleurs de s'éclore, c'est-à-dire à 100 jeunes de créer des emplois qui permettront à 100 autres jeunes de se développer et ainsi de suite, il y aura de l'émulation à tous les échelons. D'accord. Monsieur Dabo, vous qui êtes déjà cadre de l'administration publique dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent, le président Macky Sall a parlé de la prise en charge des secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'économie. Des actes qui passeront forcément par une réforme de l'administration publique qu'il juge lente. Pourquoi ces lenteurs selon vous? C'est parce que l'administration est un monstre. Hein. Il faut effectivement réformer cette administration. Et pour réformer une administration, il faut une stratégie pour le faire. Cette stratégie, nous ne la voyons pas, mais les gens qui peuvent mettre en place cette stratégie existent même au sein de l'administration. Et les gens aussi qui peuvent mettre en œuvre cette stratégie aussi existent au niveau de l'administration. Je crois que nous savons que les pays sont en compétition et que ce sont les administrations de nos différents pays africains qui constituent les locomotives de nos États. Mais ce qui se passe au Sénégal, nous savons que nous avons l'habitude de nous contenter de la qualité de nos ressources humaines. Mais au niveau de l'administration, nous savons qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a beaucoup de problèmes, mais ces problèmes qui sont liés à la plupart du temps à des problèmes de personnes, c'est-à-dire des nominations qui sont à la limite subjectives. Justement, j'allais vous demander quels sont ces problèmes-là. Oui, ces problèmes sont d'abord structurels et c'est ce qui pousse à demander, c'est-à-dire à encourager monsieur le chef de l'État à réformer l'administration. L'autre volet du problème est lié à l'utilisation des ressources humaines au niveau de l'administration. Parce que, imaginez aujourd'hui, la plupart des gens qui vont à la retraite sont une partie recyclée encore au niveau de cette administration. Au moment où des jeunes cadres sont dans l'administration, ils ne sont pas promus. Au moment où d'autres jeunes sont en train de chercher de l'emploi, qui ne peuvent pas accéder à cet emploi. Vous trouverez dans la plupart des ministères, la majeure partie des conseils techniques sont des retraités. Et nous avons demandé à l'époque à l'État du Sénégal de faire confiance aux jeunes cadres en activité, aux jeunes techniciens en activité. Parce que la vision moderne et futuriste du chef de l'État, ce sont ces jeunes cadres et puis des jeunes qui sont de la même génération que lui, souvent qui peuvent comprendre les urgences de l'heure pour l'inviter, pour l'accompagner à réaliser ses projets. Parce que nous sommes dans un mode de stratégie et d'intelligence économique. Et il a lui-même dit qu'il veut une administration plus accueillante, diligente, performante dans ses résultats et très moderne. Oui, cette modernité, nous la réclamons, mais elle ne se décrète pas. Elle doit faire l'objet de décision, de prise de décision. Parce que ce que nous constatons au niveau de notre administration, cette administration, c'est-à-dire tout changement apporte de la résistance. Nous sommes conscients que tout changement apportant de la résistance, il y a le dialogue, mais aussi l'équité dans le traitement des gens au niveau de l'administration, le dialogue permanent avec maintenant l'équité salariale au niveau de l'administration, on peut régler beaucoup de problèmes en interne. Et aussi le choix des hommes qui dirigent de cette administration. Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Imaginez, on nomme un directeur qui, intellectuellement, n'a pas certains niveaux académiques, qui ne peut pas, comment dirais-je, sur le plan académique ou intellectuel, et même technique, ne peut pas donner des conseils ou bien même des orientations stratégiques à ses subalternes. Et nous trouvons cette même pratique dans le gouvernement sortant. On a même vu des ministres qui ont de véritables problèmes académiques. Donc nous demandons au chef de l'État qu'il ne soit pas pris en otage par les lobbies, qu'on le laisse travailler. C'est-à-dire, aujourd'hui, même s'il choisissait 11 ministres,
que les Sénégalais puissent le laisser travailler avec ses ministres. Peut-être il a des objectifs à atteindre. Mais qu'on ne puisse pas quand même, parce que 5 ans, ce n'est pas loin. Et ces 5 ans à venir qui sont des 5 ans de son dernier mandat, s'il tient ses promesses politiques, de dire que ce sont c'est son dernier mandat. Donc ces 5 années vont très vite. Nous avons constaté que pendant le septennat, il y a presque 3 ans de son septennat qui ont été consacrés à des histoires politiques. C'est-à-dire la partie économique de ce septennat, on peut la constater avec l'arrivée du Premier ministre actuel, Boun Abdallah Dionne. C'est en ce moment qu'on a commencé à parler du plan Sénégal émergent, de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, même si nous avons des réserves sur le coût du train express régional, mais nous savons que c'est un projet utile pour le Sénégal. Même si d'autres réalisations, nous avons ces genres de réserves, nous disons que on a besoin, nous sommes en retard sur le plan économique. Le Sénégal a besoin de développer la plupart de ces secteurs d'activité. Donc, en d'autres termes, il faudra accélérer. Alors, Monsieur Ndiaye, toutes ces décisions comprises, plutôt cette volonté manifestée par le président Macky Sall lors de son discours d'investiture, ne fallait-il pas qu'il le fasse dès le départ, selon vous, par rapport à la modernisation de l'administration, entre autres réformes qu'il a annoncées dès le départ, c'est-à-dire dès 2012, lors de son premier mandat? Bon, si on se met sur le mode du regret, peut-être qu'on dira que bon, il ne fait pas grand-chose. Mais certainement, le président de la République est le seul maître de l'horloge politique pour comprendre en fait quelles sont les priorités qu'il a. Il a dit que pendant 3 ans, donc il s'est mis là peut-être à régler des problèmes politiques de cohérence entre ces différents. Qui n'ont fait que retarder le pays. Sans doute, certainement. Mais si vous avez remarqué, le président, en tenant son discours hier, il a évité un écueil. C'est de faire se confronter les couches sociales de ce pays-là. Entre les jeunes, parce qu'on les cite souvent, en pensant que peut-être simplement, il suffit simplement de faire un mouvement vers les jeunes pour régler les problèmes du Sénégal. Et ensuite, donc, on va dégager une bonne partie de la population aussi qui a de l'expérience, mais sans doute aussi maintenant qui perd les forces. Mais il faut arriver à une belle combinaison pour créer justement une belle symphonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse, elle peut être utilisée en jonction avec peut-être maintenant le bassin de l'administration qui est ce que les autres admirent le plus chez les Sénégalais, c'est-à-dire le capital ressources humaines, d'ailleurs qui est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Parce qu'ils ont considéré que, en fait, les ressources humaines du Sénégal étant des ressources humaines de qualité, peuvent équivaloir à une sorte même de prestige, même au plan africain. D'ailleurs, Aminata, si vous vous promenez un peu dans les pays de la sous-région, à Conakry, à Niamey, à Bamako, à Ouagadougou, vous voyez d'anciens fonctionnaires sénégalais qui sont là pour aider justement ces administrations. Ils sont à la tête de presque toutes les instances. Merci, de ces instances, mais en même temps aussi peut-être tous les projets justement du système des Nations Unies aujourd'hui reposent sur un certain nombre de Sénégalais, pas seulement des Sénégalais bien entendu, mais aussi au moins quand même certains Sénégalais ont compris que là il y a aussi un filon à explorer. Donc chez nous également, nous devons faire de sorte qu'il y ait une sorte de cohésion entre donc, les jeunes, pour ne pas dire simplement que bon voilà, c'est notre zénith, il faut que nous profitions justement de cela. À mon avis, il faut une articulation entre les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir maintenant lire le développement et lire également le discours du président de la République. C'est le plus important. Et il a parlé de l'amélioration de la performance économique, Monsieur Dabo. On parle assez souvent, nos autorités se vantent assez souvent de croissance économique, de croissance à 2 chiffres, à 3 chiffres. On évoque assez souvent des pourcentages. Mais cette croissance-là, est-elle sentie par les populations? Par la population plutôt? Non, c'est-à-dire cette croissance ne peut pas être ressentie par la population, par le simple fait d'abord que si nous prenons les secteurs qui contribuent à cette croissance économique, la plupart des ressources sont des ressources qui sont rapatriées hors du pays, parce que c'est le secteur financier, le secteur des télécoms, et dans ces 2 secteurs, en majorité, les propriétaires, c'est-à-dire les détenteurs de capitaux, ce ne sont pas des Sénégalais. Et aujourd'hui, le secteur primaire et le secteur minier qui, en quelque sorte, qui pouvaient nous aider à impacter la majeure partie des populations sénégalaises par rapport à si la croissance était réalisée par ces secteurs, cela ne s'est pas fait.
Et aujourd'hui, on ne parle même pas de l'industrialisation. Imaginez un pays où on produit, et souvent les produits agricoles ont des difficultés pour trouver des marchés. Alors qu'il suffit d'avoir 2 milliards pour installer une industrie. De la volonté. Il suffit d'avoir, avec 2 milliards, des Sénégalais peuvent s'associer et créer une industrie de transformation, par exemple des jus de mangue, des jus ainsi de suite, ou même prendre l'arachide et en faire du chocolat, et ainsi de suite. Monsieur Ndiaye est d'accord avec ce que vous dites. Non, il a raison, mais je pense qu'on est toujours dans cette dynamique-là. Vous savez, il y a une question qu'au moins le Sénégal a réglée. Moi, j'ai fait le tour du Sénégal combien de fois, je n'en sais rien. Mais j'ai vu, en empruntant récemment les pistes de production, j'ai vu qu'il y a des villages qui ont été décloisonnés. Et des zones également, des zones arables, c'est-à-dire des terres très riches, qui étaient complètement prisonnières du seul fait qu'il y avait peut-être, bon, voilà, il n'y avait pas possibilité donc de déboucher. Mais avec peut-être bon, le PUDC qui a donné des pistes de production, qui a construit des routes assez substantielles, donc qui résistent un peu aux intempéries. Et puis également les infrastructures de base réalisées justement dans le cadre donc, de la déconcentration du pays. Certains villages maintenant peuvent écouler leur production vers d'autres pôles urbains plus développés où effectivement en écoulant les produits, il y a des revenus qui arrivent justement dans les populations. Mais il faudra faire mieux selon M. Dabo. Oui, je comprends maintenant. Mais maintenant, l'industrialisation, c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'un industriel ne peut pas quitter Dakar et aller s'installer, mettons, à Sadio, alors que Sadio peut-être bon, n'a même pas d'électricité, même si c'est une zone assez intéressante. Dabo continuer sur cette lancée, vu qu'il parlait de l'industrialisation. D'après lui, il faudra mieux faire. Il y a des acquis déjà, mais il faudra mieux faire. Moi, je suis un villageois. Hein. Je suis né dans un village dans le delta du Saloum, au village de Kerdabo, dans le département de Foundiougne. Mais vous verrez que de 1960 à maintenant, chez moi, il n'y a pas encore de robinet, ni d'électricité. L'école a été créée en 1962. Donc, je suis intéressé par la modernisation des zones rurales et même aussi la transformation des produits issus de ces zones rurales. J'ai fait beaucoup de villages du Sénégal, les villages les plus reculés. Alors, rapidement, nous n'avons qu'une seule minute. Cette industrialisation, c'est la solution. Et j'ai trouvé aussi, au-delà de l'industrialisation pour la transformation des produits de ces zones rurales, j'ai aussi trouvé pendant ces élections passées dans le programme du candidat Sonko une proposition d'industrialisation de la transformation de nos minerais de fer à partir de la Falémé. Pour l'utilisation du gaz qui va être produit à partir de 2021 ou 2022. De la raison pour laquelle tous nos leaders politiques doivent collaborer pour participer au développement de ce pays. C'est pourquoi j'inviterai le chef de l'État, parce qu'il a déclaré qu'il est le chef de l'État de tous les Sénégalais. Cela doit lui permettre de prendre dans le programme de tous les autres candidats, c'est-à-dire les bonnes propositions pour l'intérêt majeur des Sénégalais. Et je trouve... C'est une démarche, mais comprenez quand même qu'un président est élu sur un programme. Et ensuite, les Sénégalais... Mais cela n'empêche de prendre de bonnes propositions de la part d'autres. Je dis qu'après le 24 février, ce n'est plus une exigence de l'opposition que de dire il faut que mon programme soit appliqué. C'est le programme du candidat élu qui est appliqué. Maintenant, le président, il peut être dans une certaine d'ouverture politique pour dire, chez mes autres concurrents également, il y a des idées assez intéressantes. Mais pour l'intérêt de la nation sénégalaise, puisque même il a appelé justement au dialogue. Certains ont dit, oui, nous répondrons présents au dialogue si nous sommes invités. Voilà, c'est l'occasion surtout de prendre en compte les autres propositions. Mais parfaitement. Et là, rapidement, avant qu'on ne termine, en un seul mot, quelle est l'urgence de l'économie sénégalaise? À mon avis, c'est d'abord de stabiliser tous les facteurs, disons, qui nous permettent de générer davantage de revenus et de pouvoir les redistribuer et surtout de maintenir, n'est-ce pas, un certain nombre de Sénégalais qui sont à la lisière donc, de l'isolement.
notamment au plan social. Alors, et vous, en un seul mot? C'est la mise à jour du plan Sénégal émergent par rapport à la réalité de l'exploitation du pétrole et du gaz qui se profile à l'horizon. Qui est le dernier point qu'on devait aborder, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission parce qu'on devait parler de la transparence dans la gestion de nos ressources. À ce qu'il paraît, le sol sénégalais est très riche avec le pétrole, le gaz et surtout l'or aussi de Sabodala qui suscite beaucoup de polémiques entre autres. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à cette invitation, Monsieur Dabo. Et vous également. Merci Aminata. Monsieur Ndiaye. Au plaisir de vous revoir. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Rendez-vous pour un autre débrief toujours sur Médian TV Afrique.